Il est 12h30 sur RTI2. Merci encore de votre fidélité. Nous passons à présent au titre du journal. Après 2 années sans l'accomplissement du Hajj, les fidèles musulmans du monde entier pourront enfin cette année effectuer le voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite et vous aurez des précisions dans notre dossier de la 2. Et puis à l'international, la dépouille de Patrice Lumumba, notamment une dent, sera remise ce lundi à sa famille après 61 ans de captivité en Belgique. À la fête des pères, ils sont nombreux, ces papas qui reçoivent des cadeaux de leurs femmes, enfants, parents ou amis. Certains n'ont malheureusement pas cette chance. À l'occasion donc de la célébration de cette fête qui a eu lieu hier, notre reporter Assita Sogodogo est allé à la rencontre d'un père veuf depuis 13 ans. Suivons ensemble son reportage. Sogefia, commune d'Abobo, il est 15h. Ladji, comme chaque après-midi, sort sa chaise pour prendre de l'air. Aujourd'hui, jour spécial pour les pères, il reçoit la visite de ses 2 garçons. Aliou et Ismaël se présentent chez leur père, les bras ballants. Il y a ma maison, mais là, je ne peux pas laisser le vieux. En plus, je suis le dernier de la famille. Donc le plus souvent, il dort ici, malgré ma maison. Donc là, ça montre combien... C'est qu'on ne peut pas parler. Cadeau même on doit donner, cadeau est trop petit. Moi, même si tous les sites là, mais qui travaille, si je dis, il a besoin de 1 million. Ou 1 million, là, c'est que si ça sortit, il va me donner. Pour nous, le papa est sacré. Vu que déjà nous n'avons plus notre mère, donc vous devez comprendre par là l'importance que notre père a pour nous. Et il le sait, puisque même si le cadeau n'est pas encore arrivé, je pense que chaque jour nous lui démontrons combien de fois nous l'aimons. Et c'est déjà ça le plus important. Plongé dans la tristesse, Ladji observe le portrait de celle qui partageait sa vie, son épouse, Namizata, décédée il y a de cela 13 ans. C'est depuis 1990 que je ne travaillais plus. Et en ce moment, leur société n'était pas fermée. Mon argent, comment on appelle ça, de chômage là, pour venir. Quand je viens, elle me dit, mais toi il faut prendre ça pour faire ton transport. Hein? J'ai dit non. Depuis qu'elle est décédée, je gère les enfants. Je ne me suis pas marié. Et puis bon, après ça là même, j'ai eu cette maladie là. Donc je suis avec mes enfants seulement. Comme Ladji, ils sont nombreux ces hommes qui ont vu leurs épouses rappeler à Dieu et qui essaient de se faire une morale. Certaines personnes solidaires aux veufs ont un message à leur endroit. Dieu peut refaire, Dieu peut le faire. Donc si ils ont perdu quelqu'un, vraiment qu'ils prennent courage. Un message d'espoir pour leur dire que tout n'est pas perdu. C'est vrai qu'ils sont seuls, mais ils ont également des parents à qui ils peuvent se joindre pour pouvoir faire cette célébration-là. Il ne faut pas qu'ils restent là dans leur coin et dire que parce qu'ils ont perdu cette être chère-là, je vais être à leur côté, les soutenir. Ils sont seuls, ils ne sont pas seuls. Il y a toute la communauté qui est avec eux. Il y a également Dieu qui veille sur eux parce que Dieu prend soin des veuves et des orphelins. Malgré les années écoulées, Ladji ne compte plus se remarier. Pour lui, la vie n'a plus de sens. Ainsi, s'asseoir chaque jour devant sa porte est devenu aujourd'hui son passe-temps et sa distraction. Une fois de plus, bonne fête des pères à tous les hommes d'ici et d'ailleurs. Contribuer à l'épanouissement et la joie des orphelins ainsi que les personnes issues de familles défavorisées. C'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Happy Life pour son 5e anniversaire en faisant des dons en vivre et non-vivre à 40 enfants du centre La Maison du Potier situé dans la commune de Yopougon, à Assita Sogodogo pour le reportage. Boti, 13 ans, est obligé de pousser les brouettes pour subvenir à ses besoins. Ses parents n'ayant pas les moyens, Boti ne peut donc aller à l'école. Matin, quand le soleil gagne 3 000, il va à la maison. Il va manger. Boti n'est pas le seul adolescent qui vit dans des conditions difficiles et de précarité. De nombreux autres enfants, issus de familles à faible revenu, s'adonnent à des petites activités de commerce dans la rue ou dans les marchés. Pour lutter contre les droits des enfants parfois bafoués, l'ONG IDEI Côte d'Ivoire a réuni au musée contemporain Adama Tounkara autorités, enfants défavorisés et enfants en situation de handicap. Objectif, promouvoir les droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'objectif d'IDEI, chaque 16 du mois, c'est de rappeler tout ce qui a été mauvais pour les enfants africains et essayer, à l'appui de l'État, le soutien aussi de toute la communauté des ONG, de faire parler de cet événement
pour qu'on sache que les enfants sont en danger par nos faits. Les enfants sont en danger. La célébration de cette journée de l'enfant africain est une occasion pour les enfants de visiter des œuvres d'art et les archives dans le musée contemporain Adama Tunkara. Je suis venue aujourd'hui dans le cadre de la journée internationale de l'enfant africain, voilà, faire visiter le musée à ma fille pour lui montrer les valeurs et la culture africaine. Comme aujourd'hui c'est leur journée, donc c'est une manière pour moi de vulgariser la culture africaine et puis de lui transmettre cette culture-là. Il est bien de le faire à partir du bas âge, comme ça ils pourront grandir en connaissant leurs sources, en connaissant leur culture. Je suis venue voir les jaunes et puis les tableaux, tout ça, et puis les hommes. Je suis contente de voir ces dessins. Chaque 16 juin, qui marque la journée internationale de l'enfant africain, IDEI Côte d'Ivoire la célèbre pour interpeller les autorités sur les dangers liés au travail des enfants en Côte d'Ivoire. Comme l'a constaté avec moi, c'était plutôt le reportage portant sur la journée internationale de l'enfant africain qui se tient tous les 16 juin. Le pouvoir traditionnel en Afrique se transmet de génération en génération après le rappel à Dieu du chef au pouvoir. Toute chose qui crée souvent des guerres de succession. À Mborola-Dioulasso, village du département de Dabakala, pour éviter donc des conflits, le pouvoir se transmet du vivant du chef en exercice à son successeur. À cet effet donc, le 7e chef en présence des autorités administratives, politiques, et notre confrère Soro Corona de RTI Boaké, il a remis le pouvoir à son successeur. Mborola-Dioulasso, village de 6000 âmes, département de Dabakala. Ce village connaît un développement harmonieux depuis sa création. Château d'eau, centre de santé, école primaire, un collège d'excellence des jeunes filles en construction. Ce développement a été possible grâce à la gestion du pouvoir traditionnel mis en place depuis la création du village en 1855. Une gestion qui stipule que le pouvoir soit transmis au nouveau chef par l'ancien affaibli par le poids des âges. Ce mode de succession unique dans le pays Jimini pour éviter les guerres de succession à Mborola-Dioulasso. Contrairement à d'autres contrées où c'est après le décès du chef qu'on désigne son successeur. Chez nous, à Mborola-Dioulasso, le chef, quand il se sent fatigué, il désigne déjà quelqu'un pour éviter les querelles de succession après. Il a retenu un élément ici que je n'oublierai pas et qui peut paraître unique en son genre. Sur le fait-part qui nous a invités, on a vu un chef de village sortant, chef de village entrant. Baïkouro Bafetegue, 7e chef, remet le pouvoir à son successeur Baïkouro Souleymane. La cérémonie d'intronisation du 8e chef du village de Mborola-Dioulasso s'est faite en présence des filles et fils de la région du Hambol ainsi que des autorités administratives et politiques de Dabakala. Nous prions Dieu à ce que Mborola-Dioulasso se développe, à savoir bien sûr aspirer à plus de développement. Le nouveau chef est appelé à continuer l'action de développement de ses prédécesseurs dans l'union et la cohésion. Ce que je demande à les fils de ces villages, c'est pour les réunir, la fraternité et l'amour. Là, on se donne le chef pour qu'il soit un chef fort, un chef qui ait d'autorité, mais un chef soutenu et qui travaille de la cohésion avec toutes les populations sans distinction. Le riche patrimoine culturel Jimini a donné une coloration festive à cette cérémonie d'intronisation. Hors de nos frontières, 61 ans après la mort de l'ancien Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 dans le Katanga aux côtés de 2 compagnons de lutte. Le seul élément de la dépouille du politicien, notamment sa dent retrouvée en Belgique, va être remis à ses proches. Ce lundi, l'hommage aura lieu lors d'une cérémonie au palais d'Egmont à Bruxelles. À l'international, en France, Marine Le Pen va quitter la présidence du Rassemblement national RN pour se consacrer au groupe Belgia. Elle a annoncé elle-même ce lundi, depuis son fief, qu'elle ne reprendra pas la tête de son parti. En Colombie, cette fois-ci, c'est un vote historique pour l'opposant Gustavo Petro, devenu le premier président de gauche de l'histoire du pays ce dimanche, avec l'ambition de changer un pays en crise qui n'a jamais connu une telle alternance. Nous le disions en titre, après 2 années sans l'accomplissement du Hajj, les fidèles musulmans du monde entier pourront enfin cette année effectuer le voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire particulièrement, le premier vol a eu lieu hier dimanche. Ce sont 413 pèlerins du contingent étatique qui se sont envolés
pour Médine. Mais alors, quelles sont les différentes étapes à franchir pour accomplir le 5e pilier de l'islam après avoir reçu le visa? La rédaction de RTI 2 s'est intéressée à la question, mais aussi à l'organisation. Le titre de la 2 proposé par Papa Gassoro connaît. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 21h. 413 premiers candidats au Hadj du contingent étatique ont répondu présent à l'appel du commissariat et du comité de surveillance du Hadj. Daouda fait partie de ces appelés de Allah. Père de 4 enfants, il va accomplir pour la première fois le dernier des 5 piliers de l'islam. Il a du mal à dissimuler sa joie. Nous nous sommes inscrits depuis 2020. C'est cette année que Dieu nous a accordé de partir. C'est une joie. Une fois installé, il est automatiquement pris en charge par les membres du comité de gestion des départs et retours GDR. Quand le pèlerin arrive ici, on essaie de l'affecter dans un car. Lorsqu'on l'affecte, il y a ce sticker qu'on met sur le passeport et après le sticker, on met celui-là sur le tamagnon, communément appelé le sac qu'on met sur le cou, pour pouvoir faciliter l'identification du pèlerin. Et lorsqu'on finit, on leur donne des conseils d'usage et puis on les laisse partir. Et cette fiche jaune sert à préloger un pèlerin depuis la base d'Abidjan et puis arriver à Médine, qui puisse avoir des chambres sans problème. Fini cette étape, Daouda peut prendre place sous la tente des agents passagers en charge des bagages des futurs pèlerins. Un pèlerin doit avoir au maximum 40 kilos. Voilà, donc après les fouilles, si on enlève les produits prohibés, le GDR étiquette, NAS aussi étiquette pour crédibiliser le bagage pour que la fluidité se passe au niveau de l'aéroport. Rassuré d'avoir terminé cette étape importante, le candidat au Hadj peut prendre un petit café pour évacuer son stress. Café servi par l'association des mamans volontaires d'une radio islamique de la place, qui en plus du café, sert du thé, de l'eau et même de la bouillie de riz et de mil. Certains viennent depuis le matin, ils passent toute la journée ici. Bon, vraiment c'est fatigant. Et quand on leur donne un peu de remontant, comme le café et le thé, vraiment ça leur remonte. Nous faisons la bouillie, nous avons la bouillie de riz, moi je fais la bouillie de riz et d'autres font la bouillie de cocobara et puis le mil. Donc qui permet aux pèlerins d'être un peu à l'aise. Un voyageur qui dit j'ai faim, tu as pu le restaurer, ça c'est des grandes bénédictions. Nous on fait pour nous à cause de Dieu. Voilà, ceux qui peuvent nous aider, alhamdulillah. Pendant que cette dame s'attelle à assister les futurs pèlerins, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est venu s'assurer du bon déroulement des préparatifs de ce premier départ. Il a félicité ses candidats au Hadj et échangé avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. C'est l'heure du départ. La joie se lit sur tous les visages. Daouda est tout heureux. Dans l'ordre et la discipline, tous prennent place à bord du car. À leur tête, l'un des responsables de la commission religieuse. Notre rôle, c'est le côté de l'encadrement religieux. Les montre comment faire la Umrah, et comment faire les tawaf, comment faire le Hajj. Donc nous, on est là pour ça. Dans le car, on rend gloire à Allah qui a permis ce voyage. « 23h, le bus quitte le lieu de rassemblement direction l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. 20 minutes de route et la délégation est à la Riviera Sud. Les occupants descendent tous pressés. Daouda aussi. Comme à la grande mosquée, il faut remplir quelques formalités. Il faut aussi se soumettre au contrôle des carnets de vaccination contre la Covid-19. Tous sont aptes. Ils peuvent regagner la salle d'attente sous la surveillance du directeur général des cultes, par ailleurs, président du comité de surveillance du Hadj, qui s'assure que tout se déroule comme prévu. Vous-même, vous voyez dans la salle, ils sont très calmes, ils sont dociles, ils respectent les consignes de l'encadrement. Donc pour l'heure, je pense que les cours qu'on leur a dispensés dans les mosquées, pour le moment en tout cas, sont très très bien suivis. Et si les choses se déroulent comme ça, nous pensons que
nous allons garder notre place parmi les leaders, en tout cas au niveau de la sous-région. 1h du matin, le moment tant attendu est arrivé. Merci et bonne suite au programme sur RTI2.